Bonjour monsieur et madame Phelps. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de faire découvrir aux téléspectateurs de téléséries les agents de l'IMF de 1966 à ce jour. Si vous ou l'un de vos collaborateurs étiez tué ou capturé, la direction de M6 n'irait avoir eu connaissance de vos agissements. Cette émission s'autodétruira dans 20 minutes. Bonne chance, Karine et Stéphane. Le début des années 60, c'est la grande période de l'espionnage. Patrick McGowan à la télévision s'impose avec sa série Destination Danger et son rôle d'agent secret. John Drake, non pas lui s'il te plaît, non. Et Sean Connery commence à travailler pour Sa Majesté, il devient 007. Nous sommes en pleine guerre froide, le communisme effraie l'Europe et bien sûr les États-Unis. Et en 1965, un certain Bruce Geller propose un script à la chaîne CBS, un script tout d'abord écrit pour le cinéma et parlant d'espionnage. Ils vont te plaire ces deux-là, regarde, tout bronzé, torse nu. Et le pari n'est vraiment pas gagné puisque Bruce Geller impose 5 personnages principaux plutôt qu'un ou deux dans les productions habituelles. Pas mal, pas mal. Et puis surtout, les dialogues sont réduits à leur plus simple expression. Pourtant, la chaîne accepte le projet. Le tournage va commencer en décembre 65 et l'aventure de Mission Impossible va durer 7 ans. Historique d'une série légendaire. Tiens, j'en ai un là, c'est à mon avis. Génial. Mission Impossible, ma série préférée. Pour une fois, je vais faire la bande magnéto. Bonjour, monsieur Briggs. Votre mission, si vous l'acceptez, est de prendre la tête de l'IMF. Non, attendez. Le patron de Mission Impossible, c'est monsieur Phelps. Grand, yeux bleus, cheveux grisonnants. Enfin, pas tout le temps. Non, le premier patron des espions imaginé par Bruce Geller, c'est Dan Briggs, interprété par Stephen Hill. En 1966, lorsque le tournage commence, succès assuré. Pourtant, un détail gêne Stephen Hill, juif orthodoxe très pratiquant. L'heure du début du Shabbat, le vendredi. Plus on entre dans l'hiver, plus le comédien arrête le tournage tôt, plus les producteurs râlent. Après 28 épisodes, il le remercie et le département d'État a nié avoir eu connaissance de ses agissements. En 1967, c'est Peter Graves qui reprend le rôle. La plupart des 206 épisodes de Mission Impossible sont construits selon un découpage quasi immuable. Le générique, véritable bande-annonce. Le message, au départ délivré par des moyens différents, bande magnétique bien sûr, mais également disque, projection privée, téléphone. Mais très vite, il devient difficile de trouver des idées. Puis vient le choix des agents, Rollin, l'homme au masque, Cinnamon, la blonde incendiaire. Lui non, c'est le producteur, c'est Bruce Geller en personne. Barney, MacGyver avant l'heure, et enfin Willy, Monsieur Muscle 1m93, 114 kg. Là c'est le moment du briefing, tenue noire et blanche de rigueur. Et puis enfin la mission, inspirée par la guerre froide, les thèmes principaux, la manipulation, les traîtres, les agents doubles. La série met en scène la gentille CIA contre des dictateurs, espions soviétiques, chefs de groupes néo-nazis, hommes politiques véreux et autres mafiosos. À l'époque, on a beaucoup dit que Mission Impossible servait à la propagation des valeurs occidentales. Qui êtes-vous? Mission Impossible, c'est une équipe unie, enfin jusqu'en 1969, année de la 4e saison et départ du duo Barbara Ben et Martin Landau. Inch'Allah, c'était écrit. Mais l'arrivée de Monsieur Spock, Léonard Nimoy. Trouver une femme reste un problème. Les producteurs en engagent donc une douzaine. Pour en trouver une en 1970, Leslie Ann Warren. Elle sera Dana pendant une saison. Dès la 6e saison, en 71, c'est la débandade la plus totale. Mais non. La série se déroule à Los Angeles. Geller et Nimoy sont partis. Les femmes passent et repassent. Linda Day George, Barbara Anderson de L'Homme de Fer, Anne Francis et beaucoup d'autres. La série s'arrêtera en 1973. Pour renaître de ses cendres en 1988. Mais ça, c'est une autre histoire. Mission Impossible 20 ans après, on vous en parlera tout à l'heure en fin d'émission. Si tu le veux bien Stéphane, maintenant passons du petit au grand écran. Oui, puisque événement, dans 10 jours, après nous avoir déjà proposé la version cinématographique d'une série, en l'occurrence Les Incorruptibles, Brian De Palma nous présentera Mission Impossible, le film. D'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, pour vous présenter la série originale sortie en vidéo, c'est chez Paramount.
Derrière le projet du film, l'acteur Tom Cruise qui a acheté les droits de la série et qui a su s'entourer d'un casting de choc. Emmanuel Béard, Jean Reno et Jon Voight dans le rôle de Jim Phelps, le seul personnage de la série à être présent dans le film. Un Jim Phelps assez différent d'ailleurs de la version originale, celle de la série imposée par Peter Graves, mais on ne va pas non plus dévoiler le suspense du film, vous découvrirez ça le 23. Les Américains font donc du neuf avec du vieux. Xavier Pouvreau s'est penché sur ce phénomène. Regardez les séries qui vont devenir des films très très bientôt. « 75 millions de dollars en 6 jours. C'est le chiffre de la première semaine d'exploitation aux États-Unis du dernier film de Brian De Palma, Mission Impossible. L'acteur et producteur Tom Cruise aurait-il trouvé un nouveau filon, synonyme de jackpot? Adaptation télé égale succès ciné. À Hollywood, tout le monde se creuse la tête, car les antécédents semblent lui donner raison. Le Fugitif avec Harrison Ford a triomphé. On prépare le 2e et 3e épisode dans la foulée. La famille Adams a défendu ses valeurs le temps de 2 films. Et Maverick, avec Jodie Foster, a permis de drainer les fans d'une série très populaire aux États-Unis. Alors, lame de fond ou effet de mode? Nous dépendons énormément des sources secondaires, ou alors du théâtre, ou alors des romans, ou alors des courtes histoires, et maintenant des feuilletons de télé. Peut-être l'année prochaine, ça serait des chansons pop de musique, ce qui est tout à fait possible. Bientôt, ils vont tous être adoptés en cinéma, pour le cinéma. C'est pas une mauvaise idée, Jodie, mais pour l'instant, les producteurs nous préparent sur grand écran un paquet d'adaptations télé-ciné. Le Saint avec Val Kilmer, Chapeau melon et bottes de cuir avec Ralph Fiennes et Nicole Kidman, Ma sorcière avec Meg Ryan et Zorro avec Antonio Banderas. Mais Hollywood ne s'arrête pas en si bon chemin et nous propose bientôt le schéma inverse, adapté pour la télévision des films de cinéma. Fargo des frères Cohen ouvre le bal. Le shérif Marge Gunderson, interprété par Frances McDormand, va devenir l'héroïne d'une série policière, sûrement un brin décalé. Dans un tout autre genre, le film Universal Soldier du duo Dean Devlin et Roland Emmerich, les vedettes d'Independence Day, va subir le même sort. Hey, driver! Get us out of here! Tout comme Alerte avec Dustin Hoffman et Morgan Freeman, rebaptisé pour la télévision Burning Zone. Deux masqués, ne tirez pas, ne tirez pas! Vous voyez ce pont devant, colonel? Oui. Dessus ou dessous, colonel? Eh bien, je vous laisse décider. Je ne suis pas réellement en mesure de... Accrochez-vous! Oh, j'aurais dû dire dessus! Comme quoi, à Hollywood, une bonne histoire n'est jamais perdue et toujours recyclée. Bon, tout ça, ce sont des projets, c'est signé, pas encore réalisé, on vous en reparlera dans un proche avenir. 20 ans séparent les deux séries de Mission Impossible. 20 ans de progrès technique et de miniaturisation. Les séries se sont donc beaucoup inspirées de la science, mais la science, il y a quelques années, ne se serait-elle pas inspirée des séries télévisées? Enquête sur le progrès, un reportage de Sam Assoula. Alors vous êtes un robot, vous aussi? On dit plutôt un androïde, Logan, ou un cybernoïde, ou tout ce que vous voudrez, mais le grâce ne me prêtez pas trop beau. Il y a un monde entre ces gens-là et moi. Je suis le résultat de 100 ans de recherche expérimentale. Un ordinateur perfectionné qui a l'apparence d'un homme. Rien que ça, et oui, le technologique, l'électronique, l'ultra sophistiqué ont toujours hanté les scénarios des séries. Plus il y en a, plus c'est gros, et mieux le téléspectateur se laisse transporter. C'est tout ce que j'ai trouvé, mais je suis pas mécontente. C'est qu'il s'agit d'un véhicule qui fonctionne grâce à la lumière et à un grand mouvement d'air. Je suis sûr qu'avec cet engin-là, une fois dehors, on pourra aller n'importe où. Nous conduire n'importe où, surtout au-delà de notre imagination à bord des inventions les plus folles, à faire pâlir d'envie les plus grands scientifiques. Des scientifiques qui nous surprennent bien des fois en rendant réalité les rêves de nos séries. Les navettes bizarroïdes volant au-dessus des terriens ahuris, ça peut vous arriver. Cet appareil n'est pas en carton-pâte, c'est un avion furtif F-117 américain. Les séries n'ont pas été des précurseurs qu'en matière d'aérospatiale, il y a aussi les petites choses de la vie quotidienne. La puce dans l'oreille de Jimmy, vous vous souvenez? Eh bien, elle existe depuis quelques mois. C'est ultra miniaturisé, il comporte un micro, un amplificateur, un écouteur et un tout petit potentiomètre qui se règle avec une petite vis. Mais alors, docteur, les savants auraient-ils créé l'Oedipus en s'inspirant de Super Jimmy?
Je crois, oui, parce que dans, je sais pas, des bandes dessinées ou des séries télévisées, on avait déjà, je pense, imaginé un petit appareil qui se dissimulerait profondément dans le conduit auditif. Son oreille est-elle très sensible? Ultra sensible, Steve, 100 fois plus que les porteurs d'Oedipus, mais il n'est pas impossible de penser que dans un avenir proche, on puisse imaginer un tel appareil qui serait une sorte de jumelle auditive et qui permettrait de capter des sons très faibles à une distance assez éloignée. Si parfois la réalité rattrape la fiction, il arrive que la fiction soit dépassée par le progrès, et dans ce cas, elle s'adapte. Lorsque Mission Impossible fut ressuscitée, il a fallu lui faire un véritable lifting technologique. À part Monsieur Phelps, Peter Graves, tout a été changé. Adieu magnétophone et système D, science et fiction sont résolument indissociables. Bonjour, Jim. Ce disque s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. On vous l'a dit tout à l'heure, Mission Impossible, c'est un travail d'équipe. Et outre les 5 personnages principaux, il existe un 6e homme qui travaillait dans l'ombre et qui pourtant était présent dans chaque épisode. Il s'agit bien sûr du compositeur argentin Lalo Schifrin qui, pour cette musique, Mission Impossible, s'inspira beaucoup de 2 de ses précédentes compositions pour les séries Jericho et 2 agents très spéciaux. Les quelques notes du générique sont certainement de celles qui ont été le plus reprises et parodiées dans des films comme Wayne's World, où y a-t-il un pilote dans l'avion. Et Lalo Schifrin est un des rares compositeurs à pouvoir se vanter d'avoir reçu 2 Grammy Awards pour cette musique. Regardez, rencontre avec un compositeur hors pair. Mission Impossible bénéficie d'un thème musical immédiatement identifiable à la série et à sa réussite totale. La clé de mission, c'est le suspense. La clé d'inspiration pour Lalo Schifrin, c'est l'urgence. Bien sûr, c'est toujours, comme on dit en anglais, the deadline. La date qu'il faut, la date limite. C'est que les musiciens m'attendent dans les studios, les producteurs, les metteurs en scène, les ingénieurs du son, tous ils attendent. Une sorte de mission aussi finalement. La première formation de Lalo Schifrin, d'origine argentine, c'est le jazz. Pianiste et arrangeur attitré de Dizzy Gillespie, il collabore également avec Stan Getz et Quincy Jones, ici au piano chez l'Homme de Fer. Le cinéma s'empare du talent de Lalo Schifrin. Son palmarès, Amityville, La Peau ou THX 1138, le premier film de George Lucas. Pour la télé, il signe le générique de La Planète des Singes ou de Manix, car pour cet exilé, entre cinéma et télé, il n'y a pas de frontières. Les règles, il faut les apprendre pour les briser. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles du tout. Dans un film comique, vous pouvez mettre tout à coup la musique très dramatique et ça marche, et ça fait rire. Dépend de ce qui se passe. C'est pour ça que la question de contrepoint audiovisuel est très importante. 30 ans après la diffusion du premier épisode et la sortie au cinéma du film Mission Impossible, le thème de Lalo Schifrin reste inchangé. Mieux, il est décidément inusable, car réorchestré par la section rythmique du groupe de rock U2, il fait son entrée sur les pistes de danse. Et puis surtout, il confirme le talent d'un grand monsieur de la musique de film, sur petit comme sur grand écran. Et qui modernisa quelque peu le fameux thème musical. Je voulais justement parler de la série Mission Impossible 20 ans après. Bah tiens. Alors ça, si c'est pas un enchaînement. Au milieu des années 80, des producteurs rusés ont eu la bonne idée de ressusciter des séries des années 60. Star Trek, Perry Mason, Les Incorruptibles et bien sûr, Mission Impossible. L'occasion était donc trop belle d'utiliser une armada de gadgets électroniques, de masques moulés en quelques secondes, j'attends d'ailleurs toujours le mien, bref, toute la technologie moderne. Autour de Peter Graves, une équipe de jeunes premiers, une enquête de Delphine Lopez. Bonjour, Jim. J'aurais préféré vous contacter dans d'autres circonstances. Voici l'homme que nous soupçonnons être responsable de la mort de votre ami et protégé, Tom Copperfield. Personne ne connaît son véritable nom, il emprunte plusieurs identités. Un membre de l'IMF assassiné, il n'en fallait pas plus pour que Peter Graves, alias Jim Phelps, décide de reprendre du service. Nous sommes en 1988, en plein revival des séries américaines, et Bruce Geller, le créateur de Mission Impossible, s'en est allé au paradis. Disparu l'ancienne équipe, il ne reste donc que Peter Graves. 20 ans après, les ordinateurs tiennent dans un sac à main, les caméras dans une épingle de cravate, les écrans à cristaux liquides et autres mini-CD ont remplacé ce qui ressemblait de loin aux appareils ménagers de nos grands-mères. On n'arrête pas le progrès.
Jim Phelps, donc seul rescapé de l'IMF, est entouré d'une bande de petits nouveaux parmi lesquels Grant Collier. Grant Collier. Vous avez bien entendu, Jim, le fils de Barney Collier. Quand il s'est arrêté, son fils a repris le flambeau. Dans cette nouvelle série, le propre fils de Greg Morris, Phil, reprend le rôle joué quelques années auparavant par son père, celui de l'homme hyper balèze en électronique. C'est ça. Son héros de papa fait d'ailleurs une apparition remarquée dans 2 épisodes de la nouvelle série. Tu vas bien? Très bien, fiston. Il faut pas rester ici. Mon Dieu, un autre ancien membre de l'IMF vient rendre visite à Jim le temps d'un épisode. Il s'agit de Lisa Kazé, interprétée par la célèbre Linda DeGeorge. Mais revenons à notre nouvelle équipe. Aux côtés de Jim et Grant, nous avons... Nicolas Black, expert en déguisement, connaît plusieurs langues, excellent comédien. Quand il ne travaille pas pour nous, il donne des cours d'art dramatique dans une université de l'Est. Nicolas, interprété par Tao Penglis, un acteur australien star du petit écran, n'a pas hésité à troquer les pinceaux et les pots de peinture de son prédécesseur Rollin contre un ordinateur pour confectionner ses masques. Nous ne nous étendrons pas sur Max Hart, interprété ici par Anthony Hamilton. Vous l'avez compris, c'est Monsieur Muscle, l'homme fort de l'équipe. Passons tout de suite à l'agent féminin de l'IMF. Kazé Randall était une prestigieuse styliste internationale quand son fiancé a été tué à Rome lors d'un attentat à la bombe. Elle nous a aidé à piéger l'auteur de cet acte terroriste et depuis... On crut bon de faire mourir un agent de l'IMF. Kazé, joué par Terry Markwell, est assassiné au cours d'une mission. C'est l'agent secret journaliste Shannon Reed qui reprend le flambeau. Shannon Reed, interprété par Jeanne Badler, célèbre pour son rôle du commandant Diana dans la série B. 20 ans après, les acteurs ont changé, les scénarios aussi. C'est en 1989 que le phénomène est le plus marquant. C'est cette année-là que démarre la 2e saison de Mission Impossible 20 ans après. Le mur de Berlin vient de s'effondrer, fini les scénarios sur fond de guerre froide où les affreux sont de vilains communistes révolutionnaires. Désormais, l'équipe de Jim Phelps est chargée d'arrêter un serial killer qui menace l'IMF, d'empêcher un caïd de la drogue de prendre le pouvoir en Colombie ou encore de stopper un trafiquant d'armes irlandais. Même si 20 ans après, beaucoup de choses ont changé, le remake des années 80 a le mérite d'être bien plus passionnant que de nombreuses autres séries contemporaines. La preuve, le concept fait encore recette, cette fois-ci sur le grand écran. Ce qui restera au bout du compte de cette longue aventure télévisuelle, c'est bien sûr ce célèbre message. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État niera avoir eu connaissance de vos agissements. Cette bande s'autodétruira dans quelques secondes. Bonne chance. Mission Impossible 20 ans après, c'est sans doute la version qui se rapproche le plus du film de Brian De Palma avec Tom Cruise. Un Tom Cruise qui a déjà accepté de tourner la suite du long métrage que vous découvrirez mercredi 23. Nous, on se retrouve dimanche prochain avec une interview de Fifi Brin-Lassier, oui, on l'a retrouvée, ainsi qu'un dossier Murphy Brown. Et puis nous saurons tout, vous saurez tout sur la rentrée américaine, toutes les nouvelles séries qui démarrent outre-Atlantique. Salut, bye bye, bonne semaine à vous tous. Mission accomplie.